Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous avons vu les solutions pour les arêtes et les coins bidimensionnels avec le champ électrique et la distribution de charge. Alors les composantes du champ électrique et la densité de charge près de ρ égale 0 varient comme ρ exposant pi sur bêta moins 1. Cette dépendance en ρ peut être illustrée pour quelques cas particuliers. Pour un angle à 45 degrés, le conducteur étant ici, ρ, ça varie en ρ cube. Pour un creux orthogonal, un cubique, ça varie en ρ. Pour un plan, ça varie comme 1, c'est constant. Pour un coin, ça varie en ρ exposant moins 1 tiers. Et pour un conducteur qui se termine ici, qui continue là, ça varie en ρ exposant moins 1 demi. Pour un coin très profond, bêta petit, l'exposant de ρ devient très grand. Cela signifie qu'aucune charge pratiquement ne s'accumule dans ce type de coin. Étant donné les répulsions entre charges, c'est assez logique. Pour bêta égale pi, une surface plane, là-bas, les grandeurs du champ sont indépendantes de ρ. Ce qui est intuitivement évident, c'est un plan. Lorsque bêta est supérieur à pi, le coin se transforme en arête. Et le champ et la densité de charge sont singuliers en ρ égale 0. Pour bêta égale 2pi, c'est-à-dire l'arête d'une nappe conductrice mince, la singularité est en ρ exposant moins 1 demi. La densité totale, reste intégrable. Et sur une distance finie, la charge reste finie. Mais l'intensité du champ prend des valeurs très élevées sur l'arête. C'est en fait le cas pour toute configuration dans laquelle bêta est supérieur à pi. Il suffit d'avoir une arête. Ces considérations bidimensionnelles valent pour de nombreuses situations tridimensionnelles, même en présence de champs dépendants du temps. Si l'arête est lisse et de longueur finie, comme celle d'un cube mais loin des sommets, donc vers le centre de l'arête, on peut ignorer la variation du potentiel le long de cette arête tant qu'on reste à une faible distance. Il se peut toutefois que le coefficient A1, que nous avions vu, varie avec la distance le long de l'arête. Ces arguments d'électrostatique valent pareillement pour des champs dépendants du temps, à ceci près qu'intervient alors une autre longueur, la longueur d'onde. Si les distances à l'arête et les autres distances pertinentes sont petites comparées à la longueur d'onde, le comportement se réduit à un comportement électrostatique ou magnétostatique. Par exemple, lors de la diffraction d'ondes micrométriques par un trou, pratiquée dans une fine nappe conductrice, les champs ont une singularité en ρ exposant moins 1 demi pour ρ égale 0, ρ étant la distance au bord du trou. Ce fait ne peut pas être ignoré lorsqu'on désire une solution exacte du problème de la diffraction.
Au contraire, si la longueur d'onde est très petite par rapport aux distances pertinentes, le modèle statique ne convient pas et on est dans une pure situation dynamique où les effets dont on parle ici ne se produisent pas ou vraiment pas de la même manière. Alors ce comportement singulier des champs au voisinage des arêtes est parfois appelé effet de pointe et il explique l'efficacité des paratonnerres. Dans la situation idéalisée décrite à l'instant, l'intensité du champ croît sans limite lorsque ρ tend vers 0. Mais dans le cas d'une nappe mince d'épaisseur d, au bord doucement arrondi, on montre que l'intensité du champ de surface est proportionnelle à d exposant moins 1,5. Si d est suffisamment petit, cette intensité peut donc prendre des valeurs très grandes. De telles valeurs se rencontrent dans un vide parfait. Dans l'air, cependant, si l'intensité du champ dépasse un certain seuil, qui dépend de la forme exacte de l'électrode, de sa proximité aux autres électrodes, etc., mais supérieur à environ 2,5 fois 10 exposant 6 volts par mètre, c'est-à-dire 2,5 millions de volts par mètre, avec une variation parfois d'un facteur 4, dans des conditions normales de température et de pression, l'humidité peut aussi jouer, une rupture électrique surgit qui se traduit par une décharge. Lors d'un orage, en présence d'énormes différences de potentiel entre le sol et les nuages, ou même entre nuages. Il se forme, donc quand on a de grosses différences de potentiel, il se forme sous cette tension énorme, des canaux qui contiennent de l'air ionisé, qui devient conducteur, et cela suit le chemin le plus facile, qui peut être très complexe, très erratique, en particulier à cause des turbulences de l'air, des variations de pression, de température, d'humidité. Et ce processus d'ionisation est assez lent. Bon, comptons typiquement de l'ordre du millième de seconde. Hein. Quand on dit lent, tout est relatif. C'est par rapport à la décharge que c'est considéré comme lent. Il se forme donc toutes sortes de chemins. Ici, on va considérer qu'on a un paratonnerre. Toutes sortes de chemins qui vont se créer. Et en présence d'un conducteur effilé, comme le paratonnerre, ou mieux encore d'un point, on en parlera, relié au sol, il déclenche aussi autour de lui des ruptures électriques à cause de ce champ très intense au niveau de la pointe, qui vont définir les chemins erratiques qui vont être empruntés par l'éclair. Cela peut se produire fréquemment, c'est même le cas le plus fréquent entre nuages. Dès que le canal conducteur est fermé, la foudre passe alors, l'éclair passe d'un nuage à l'autre. Si ça ne se produit pas, si ça se produit avec le sol, on a alors un courant électrique qui circule dans toutes les branches, ce qui donne cette forme souvent arborescente de l'éclair et qui touche un point du sol où la foudre peut alors s'écouler. La décharge en elle-même est très brève, de l'ordre d'un millionième de seconde, une microseconde. Elle a l'air un peu plus longue à cause de la très forte chaleur produite par le passage dans l'air, l'échauffement de l'air qui devient lumineux, le phénomène de luminosité étant un peu plus long, et aussi la persistance rétinienne qui nous fait voir des choses un peu plus longues. Et la forte dilatation due à cet échauffement de l'air provoque le bang de l'éclair. Mais en présence d'un paratonnerre qui va lui-même créer des canaux conducteurs,
la conduction va se faire beaucoup plus facilement entre le nuage et le paratonnerre, et la poudre va alors partir à travers le paratonnerre, protégeant ainsi les installations, les habitations et les gens. Voilà, alors on quitte maintenant les fonctions orthogonales et la séparation de variables. Temporairement, on y reviendra, hein, on doit encore voir les coordonnées sphériques et cylindriques. Donc on quitte temporairement cette approche, et on va voir dans la prochaine vidéo, on va voir une autre méthode. Nous verrons une introduction à la méthode des éléments finis. Je vous remercie.